Les aristocrates à la montagne, ça ira. Les aristocrates on les fondra, ça ira. Les aristocrates à la montagne, ça ira. Les aristocrates on les fondra, ça ira. Les aristocrates à la montagne, ça ira. Les aristocrates on les fondra. Voilà. Bonjour amis de la Ch'tiote Histoire. Nous allons continuer la Révolution française et dans la saison 2, donc, nous parlerons de 1789. Surtout du printemps et de l'été 1789. Figurez-vous qu'en quelques mois, il y a eu plus de bouleversements que durant les 1300 ans du Moyen-Âge. Tout commence, vous vous rappelez, le roi a réuni les États généraux pour régler les questions de l'impôt. La réunion des États généraux le 5 mai 1789. Les États généraux se réunissent à Versailles, dans la salle des menus plaisirs. Là, on voit mieux. Oui, là, voilà. Donc, vous voyez, ça c'est Necker qui fait son discours. Derrière, au fond, sur le trône, on aperçoit le roi. Et bien sûr, les États généraux se sont réunis par ordre. Là, on voit un petit bout du clergé. Là, on voit la noblesse de l'autre côté. Et en face, tous les députés du tiers-État. Alors, vous remarquez, ils sont habillés en noir. Parce que pour bien marquer les ordres privilégiés, le clergé s'est habillé en uniforme de clergé, si j'ose dire, c'est-à-dire en tunique d'évêque. Les nobles ils sont habillés en habit chamarré, et le tiers-État, on a dit, les députés du tiers-État, vous devez vous habiller en noir, déjà. Mais le problème, c'est le problème du vote. Depuis toujours, les États généraux ont voté par ordre, c'est-à-dire la noblesse une voix, je vous explique, la noblesse une voix, le clergé une voix, les tiers-États une voix. Donc forcément, les ordres privilégiés, la noblesse et le clergé, ils ont tout le temps la majorité des voix, ils ont tout le temps deux voix et les autres une voix. Sauf que eux, c'est les plus nombreux. C'est pour ça que, dès le début, le tiers-État réclame le vote par tête. C'est-à-dire que, comme on le fait aujourd'hui, chaque homme a une voix. Donc ça ferait 270 voix pour la noblesse, 291 voix pour le clergé, et 570 voix pour le tiers-État, puisqu'ils sont 578, 578 voix. Et là, forcément, le tiers-État a la majorité. Je ne vous fais pas le calcul, mais vous le calculerez chez vous. Okay. Alors, ça commence à couiner un petit peu de partout. Bien sûr, la noblesse et le clergé plus le roi et ses conseillers sont pour le vote par tête. Le tiers-État, il ranchonne, non, ça va pas, nous, on veut voter par ordre, etc. Et vous voyez que le tiers-État, je dois avoir une photo où on voit plus, on se rend compte du nombre du tiers-État par rapport aux autres. Attendez, je regarde dans mon petit journal. Là, on se rend mieux compte. Donc, sur les côtés, donc tout en haut, là-bas, le roi. Sur les côtés, le clergé et la noblesse. Et là, toute la masse que vous voyez en bas de la photo, c'est le tiers-État. Et encore, ils sont pas tous sur l'image. Donc le roi, il veut pas, il veut pas. Alors, nous arrivons donc, ça broye, ça discute. Nous arrivons à une seconde date, le 17 juin 1789, Assemblée nationale. C'est-à-dire que les membres, les députés du tiers-État, ils se disent, ah ben non, nous on représente la nation. Vu notre nom, on représente la nation, c'est-à-dire la population de France. Donc, on va se décréter, on va dire que nous sommes l'Assemblée nationale. Et bien sûr, si les représentants du clergé et de la noblesse veulent se rallier, ils se rallient à nous. Et on sera tous ensemble l'Assemblée nationale. Il y a quelques membres du clergé, les curés surtout, parce que les curés qui étaient le bas clergé, ils sont plus proches du peuple. Donc ils se rallient au tiers-État
Quelques nobles aussi se rallient au tiers-état, dont Lafayette d'ailleurs, pour décréter cette Assemblée nationale. Le roi, il ne réagit pas tout de suite parce que figurez-vous que le pauvre roi, pendant tous ces événements, son jeune fils est très très malade et il meurt le 4 juin. Donc il a déjà les obsèques de son petit garçon, il est assez triste. Bon, sur les conseils de la reine et de son frère, de son cousin, enfin d'autres ministres, le roi il refuse catégoriquement cette Assemblée nationale. Et il dit, eh ben c'est bien simple, on va fermer les portes de la salle où ils se réunissent, le tiers-état, et puis ils pourront plus se réunir, bien fait pour eux. Entre-temps, les députés, ils ont dit, bah tiens, on va créer ce qu'on appelle la Commune de Paris, qui nous représente, et on va mettre comme chef le doyen, un scientifique très, très important, on va mettre Bailly. Donc nous arrivons à la date du 20 juin, c'est mon anniversaire, à la date du 20 juin, le serment du jeu de paume. Le 20 juin, les membres de l'Assemblée nationale, les députés du tiers-état arrivent, la porte est fermée. Ah, ils vont pas forcer la porte, bien sûr. Et il y en a un qui a l'idée, qui dit, allez, il y a la salle du jeu de paume à côté. Le jeu de paume, c'est l'ancêtre du tennis, donc c'était comme un grand terrain de tennis qui est couvert. Allez, on va au jeu de paume, tout le monde y va, boum, boum, boum. Donc, ils se réunissent, ils sortent ceux qui sont en train de jouer au tennis. Et là, Bailly montre sur une table et il dit on va tous faire un serment. Alors, je vais vous lire un serment. Tenez, voilà un petit peu la représentation. C'est une peinture célèbre du serment du jeu de paume. Vous voyez Bailly, c'est le bonhomme qui est sur la table. Voilà. Et tous les autres qui sont autour. L'Assemblée nationale arrête que tous les membres de cette assemblée prêteront à l'instant serment solennel de ne jamais se séparer et de se rassembler partout où les circonstances l'exigeront, jusqu'à ce que la constitution du royaume soit établie et affermie sur des fondements solides. Et tous ils disent je prête serment. Vous voyez, ils sont vraiment... Et puis tout le monde, il y a des spectateurs, ils sont tous contents. C'est-à-dire donc, tous ces députés, ils jurent de ne pas se séparer jusqu'à ce qu'on ait donné une constitution à la France. Ah bah tu jures aussi, ah bah ça y est, il la ramène. Oh, oui. Ah bah tiens, explique ce que c'est qu'une constitution. Non, laisse, j'explique. Une constitution, c'est un texte, un grand texte qui est au-dessus des lois, qui est au-dessus des rois, qui est au-dessus des présidents, qui est au-dessus de tout dans un pays et qui organise le fonctionnement du pays. Qui dit qui aura le pouvoir de faire les lois, qui aura le pouvoir de la police, qui aura le pouvoir de juger, et il organise, ce texte organise tout très très en détaillé, et tout le monde doit le respecter, du plus petit des paysans jusqu'au roi, ou jusqu'aujourd'hui on a une constitution, le président de la République doit aussi la respecter. Donc le serment du jeu de paume est voté, est juré. Et ça fait vraiment avancer l'Assemblée nationale. Maintenant, c'est en marche. De plus en plus de personnes de la noblesse et du clergé se rallient aux députés du tiers-état, qui recommencent à se réunir. Alors, le 23 juin, il y a à nouveau une assemblée de tous les états généraux, présidée par le roi. Et là, le roi, il dit non, j'en veux pas votre serment du jeu de paume, votre Assemblée nationale, j'en veux pas. On continue à être séparés, la noblesse, le clergé, le tiers-état, et chacun délibère dans son coin. Maintenant, dehors. Enfin, il l'a pas dit comme ça. Donc, la noblesse s'en va, sort de la salle, le clergé sort de la salle, sauf quelques-uns, comme a dit le roi. Et puis les députés du tiers-état, non, ils restent là. On ne bougera pas. Alors il y a Bailly, comme il est considéré un petit peu comme la personne importante du moment. Il va à la table du président et puis il dit nous on va continuer à délibérer ici en tant qu'Assemblée nationale. Il y a un représentant du roi qui dit sortez. Et là il y a une phrase assez célèbre de Mirabeau,
un député du tiers-État, nous sommes rentrés ici par la volonté du peuple, nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. Donc les députés, ils restent dans cette salle à délibérer, ils s'en sortent jamais. Ils sont rejoints de plus en plus par quelques membres des autres ordres. Et puis finalement, le 27 juin, le roi il est quand même accablé là, hein. Il se passe plein de choses, il hésite, il ne sait pas, hein, toujours il hésite. Et puis le 27 juin, il ordonne à tous les députés du clergé, à tous les députés de la noblesse, de rejoindre le tiers-État pour que tout le monde discute ensemble. Donc ça, c'est bien une victoire pour l'Assemblée nationale. Mais, attendez, le roi, il n'a pas dit son dernier mot. Hein. Il dit, ça commence à s'agiter aussi dans Paris, hein, ça bouillonne, les gens ont faim, ils sentent qu'il se passe quelque chose. Alors le roi, il fait venir des troupes qui sont aux frontières pour se protéger un petit peu Paris, pour calmer un peu l'agitation. Le problème, c'est que l'armée, comme aujourd'hui, n'existe pas. Les troupes du roi qui sont aux frontières, la plupart, c'est des troupes étrangères, hein, c'est des mercenaires étrangers, autrichiens, prussiens, etc. Donc la population parisienne qui voit arriver ces troupes autour de Paris, ils sont pas bien contents. Ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne dedans. Ouh, et on t'avait demandé, ouh, et puis il n'y a pas quoi. Oui, bon. Et ils réclament des armes, du pain, oui, des armes, du pain. Des armes et du pain, parce qu'il y a toujours... Les Parisiens, il y a des pénuries un peu de farine, hein, il y a eu des mauvaises récoltes, il y a peu de pain. Puis les Parisiens, ils ont peur que dans Paris, le pain n'arrive plus, comme il y a ces armées autour. Hein. Donc ça commence à s'énerver, à s'énerver, à s'énerver, à s'énerver.